La porte s'entr'ouvrit avant même que je puisse frapper. Je venais emprunter du sel, prétexte ridicule à 22 heures un mardi soir, mais Aurélie ne me laissa même pas formuler mon mensonge. Ses doigts se refermèrent autour de mon poignet avec une force qui me surprit, et elle me tira à l'intérieur sans un mot. La serviette blanche enroulée autour de son corps glissait dangereusement sur ses épaules mouillées. Ses cheveux blonds collaient à sa nuque en mèches sombres. L'odeur de vanille et d'eau chaude flottait dans l'entrée comme un brouillard invisible. Derrière nous, quelque part dans l'appartement, l'eau continuait de couler. Un bruit régulier, apaisant, trompeur. 12 minutes, articula-t-elle sans voix, juste en formant les mots avec ses lèvres. Peut-être moins. Mon cœur cognait déjà trop fort. Je connaissais Marc, son mari, depuis 3 ans. On se croisait dans l'ascenseur. On parlait fou, boulot, vacances. Un type bien, solide, confiant. Le genre d'homme qui ne vérifie jamais son téléphone, qui ne doute jamais de rien, qui dort profondément chaque nuit parce que le monde autour de lui tourne exactement comme prévu. Aurélie me poussa vers la buanderie, cette petite pièce étroite coincée entre la cuisine et la salle de bain. Un espace sans fenêtre où s'entassaient le lave-linge, le sèche-linge, des paniers de vêtements, des produits ménagers alignés sur une étagère métallique. La lumière blanche du néon clignotait légèrement, créant une atmosphère étrange, presque irréelle. La machine à laver tournait déjà. Le tambour vrombissait dans un rythme sourd, hypnotique, faisant trembler le sol sous nos pieds. Elle referma la porte derrière nous sans la verrouiller. Le loquet n'existait même pas. Un simple battant de bois blanc entre nous et le reste du monde. « Lucas » murmura-t-elle en se retournant vers moi. Sa voix tremblait. Pas de peur, pas d'hésitation non plus. Quelque chose d'autre. Une urgence qui ressemblait à de la faim, à de la soif, à ce moment juste avant qu'on ne plonge dans l'eau froide en sachant qu'on ne devrait pas. Je ne répondis rien. Les mots n'avaient plus de place ici. Nous étions entrés dans un espace où seuls les corps parlaient, où chaque seconde comptait double, où le temps lui-même semblait compressé, accéléré, brûlant. Elle fit d'un pas vers moi. La serviette glissa un peu plus. L'eau coulait toujours dans la salle de bain. Marc chantonnait vaguement, une mélodie sans parole que je reconnaissais sans pouvoir la nommer. Un bruit familier, domestique, rassurant pour lui, terrifiant pour moi. Aurélie posa sa main sur ma poitrine. Ses doigts étaient encore humides, tièdes. Je sentis mon souffle se bloquer quelque part entre mes poumons et ma gorge. Elle me regardait droit dans les yeux, et dans son regard, il y avait quelque chose de sauvage, de désespéré, de magnifique et de terrible à la fois. « On n'a pas le temps de réfléchir, dit-elle. Je savais qu'elle avait raison. Réfléchir, c'était reculer. C'était se souvenir que Marc était mon voisin, mon ami, quelqu'un qui m'avait aidé à déménager mes cartons il y a 6 mois. C'était penser à sa femme comme à une personne, pas comme à ce corps tremblant devant moi, pas comme à cette chaleur qui irradiait entre nous. Mais je ne reculais pas. La machine continuait de tourner, secouant le sol en un rythme saccadé. Le néon clignotait. Quelque part, un tuyau gargouillait. L'appartement entier semblait vivant, respirant, observant. Ses mains descendirent lentement le long de mon torse. Mes propres mains restaient suspendues dans le vide, incapables de décider si elles devaient la repousser ou la tirer. Mon céréal est ag toward este, que mon quoeth, et j'ispagines ce moment. Combien de fois avais-je croisé Aurélie dans le couloir, échangé des sourires polis, senti cette tension invisible entre nous, cette chose non dite qui grandissait chaque jour davantage. 3 semaines plus tôt, elle avait frappé à ma porte à minuit. Marc était en déplacement. Elle avait prétendu entendre un bruit bizarre dans les murs. Je l'avais fait entrer. Nous avions bu du vin, parlé de tout et de rien. Et à un moment, nos regards s'étaient accrochés trop longtemps. Elle était partie avant que quelque chose n'arrive. Mais quelque chose avait déjà commencé. Depuis, chaque jour ressemblait à une attente. Chaque croissement dans l'escalier devenait une promesse silencieuse. Chaque sourire cachait une question. Et maintenant nous y étions. Dans cette buanderie minuscule où l'air manquait déjà, où la chaleur montait comme une fièvre, où le temps se mesurait en battements de cœur et en vibrations de machine, elle fit glisser la serviette de ses épaules. Je fermai les yeux une seconde, juste une, pour me donner l'illusion que je pouvais encore choisir,
que je n'étais pas déjà perdu. Quand je les rouvris, elle était plus proche encore. Son souffle effleurait mon cou, chaud, rapide, plein de cette tension électrique qui précède l'orage. « Marc va sortir », chuchota-t-elle contre ma peau. « Je sais. Alors pourquoi tu ne bouges pas ?»« Parce que je ne peux pas. » C'était la vérité, la plus simple, la plus terrible. Je ne pouvais plus bouger, ni avancer, ni reculer. J'étais figé dans cet instant suspendu où tout bascule, où l'on sait qu'on va franchir une ligne, mais où l'on n'a pas encore posé le pied de l'autre côté. Ses mains remontèrent vers mon visage. Ses pouces tracèrent une ligne lente le long de ma mâchoire. Ce geste était trop doux, trop intime pour ce qui allait suivre. Il contenait quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Du désir, oui, mais aussi de la tristesse, de la colère, du besoin. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-elle. « À rien. » Menteur. Elle avait raison. Je pensais à tout. À Marc qui allait sortir de la douche dans quelques minutes, à cette machine qui tremblait sous nos pieds comme un cœur géant, à la porte non verrouillée, au fait que nous étions à quelques mètres seulement de l'homme qui lui passait la main dans les cheveux chaque matin, qui l'embrassait avant de partir travailler, qui ne se doutait de rien. Je pensais aussi à moi, à ce que j'étais en train de devenir, à cette frontière que je m'apprêtais à franchir et qui redéfinirait tout. L'eau s'arrêta soudainement. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel bruit. Aurélie se figea, moi aussi. Nos regards se croisèrent et dans ses yeux, je vis la même panique que celle qui explosait dans ma poitrine. Marc allait sortir, sécher ses cheveux, enfiler un pyjama, sortir de la salle de bain. Combien de temps avant qu'il ne cherche sa femme? 30 secondes? 1 minute? Aurélie porta un doigt à ses lèvres, un geste inutile. Je n'aurais pas pu parler, même si je l'avais voulu. Ma gorge était nouée. Mon corps entier était devenu une statue de chair tendue à l'extrême. On entendit des pas, lourds, lents. Marc traversait le couloir. Aurélie, sa voix résonna dans l'appartement, normale, détendue, innocente. Je retins ma respiration. Sa main se plaqua contre ma bouche avant même que je ne réalise ce que je faisais. Mes lèvres s'étaient entr'ouvertes malgré moi. Un réflexe idiot. Et Aurélie avait anticipé le danger. Ses doigts pressaient fort, pas doucement, avec une urgence qui faisait mal. Je sentais le goût salé de sa paume contre mes dents. Les pas s'arrêtèrent quelque part dans le salon. Trop proche, beaucoup trop proche. « Bébé, tu es où ?» La voix de Marc flottait dans l'appartement comme une présence fantôme, décontractée, affectueuse même. Le genre de ton qu'on prend quand on cherche quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on pense connaître par cœur, quelqu'un qui ne pourrait jamais nous trahir. Le pire, c'était que je l'aimais bien, Marc. Vraiment. Ce n'était pas un connard, pas un mari négligent ou violent comme dans les films où l'infidélité devient presque justifiable. Non. Marc était juste Marc, un type normal, gentil, qui offrait des fleurs sans raison, qui riait fort, qui aidait les voisins, qui me tapait sur l'épaule en disant « Ça va mon pote ?» avec cette sincérité désarmante. Et moi j'étais là. Coincé dans sa buanderie, avec sa femme à moitié nue collée contre moi, la main d'Aurélie toujours plaquée sur ma bouche, nos corps compressés entre la machine vibrante et l'étagère métallique qui crissait légèrement sous la pression. La machine continuait son cycle. Le tambour tournait, imperturbable, créant ce grondement sourd qui nous enveloppait comme une couverture sonore. Sans ce bruit, Marc nous aurait déjà entendus. Mon cœur cognait si fort que je sentais mes côtes protester à chaque battement. Aurélie retira lentement sa main de ma bouche. Ses yeux plantés dans les miens contenaient un avertissement muet. Ne fais aucun bruit. Aucun. Même pas respirer trop fort. Je hochai imperceptiblement la tête. Elle se retourna doucement, si lentement que chaque mouvement semblait durer une éternité. Son dos nu se pressa contre mon torse. Je sentais chaque vertèbre de sa colonne, chaque frisson qui parcourait sa peau. La serviette avait complètement glissé maintenant, abandonnée sur le sol carrelé en un tas blanc froissé. Les pas reprirent. Marc se dirigeait vers la cuisine. « Bébé, t'es dans la cuisine ?» Le bruit d'un placard qui s'ouvre, le tintement d'un verre, l'eau du robinet qui coule. Il se servait à boire, tranquillement, sans stress, sans la moindre idée que sa vie était en train de basculer à quelques mètres de lui. Aurélie tremblait maintenant. Pas de froid, pas de peur non plus, ou du moins pas seulement. C'était autre chose.
une vibration intérieure qui semblait venir de plus profond que la simple anxiété. Quelque chose de primitif, d'incontrôlable. Elle se pencha légèrement vers l'avant, les mains posées à plat sur le dessus de la machine qui continuait de trembler sous ses paumes. La position cambrait son dos, créait des ombres dans les creux de sa peau sous la lumière crue du néon. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps entier était devenu pierre et lave à la fois, figé mais brûlant. Chaque terminaison nerveuse hurlait des signaux contradictoires. Fuis, reste, touche, recule, visse, meurt. Elle tourna légèrement la tête vers moi, juste assez pour que je voie son profil. Ses lèvres formèrent un seul mot sans son, maintenant. Dans la cuisine, Marc fredonnait, un air léger, insouciant. Le genre de mélodie qu'on chantonne après une bonne douche quand on se sent propre et détendu, quand la vie semble simple et prévisible. Je fermai les yeux. Mes mains se posèrent sur les hanches d'Aurélie, doucement d'abord, comme si je pouvais encore prétendre que ce geste était innocent, que je voulais juste la stabiliser, l'empêcher de tomber dans cet espace réduit. Mais on ne ment pas à son propre corps, et mon corps savait exactement ce qu'il faisait. Ses doigts se refermèrent sur les miens, les guidant, les pressant plus fort contre sa peau. Elle respirait par saccades maintenant, essayant désespérément de rester silencieuse, alors que chaque inspiration semblait vouloir s'échapper en gémissements. La machine sous nos mains vibrait de plus en plus fort. Le cycle d'essorage approchait. Le bruit allait devenir assourdissant, couvrant tout le reste. Une fenêtre de temps minuscule où nous pourrions... Non, je ne pouvais pas penser comme ça. Je ne pouvais pas calculer froidement le meilleur moment pour trahir mon voisin, pour franchir ce point de non-retour avec sa femme pendant qu'il buvait tranquillement un verre d'eau à 3 mètres. Mais je ne reculais pas non plus. Marc ouvrit le réfrigérateur. Le bourdonnement électrique s'ajouta à la symphonie mécanique ambiante. Des bouteilles s'entrechoquèrent. Il cherchait quelque chose. Prenait son temps. Aurélie arqua légèrement le dos. Un mouvement infime, mais chargé d'une demande claire, urgente, désespérée. Ses mains tremblaient sur le métal blanc de la machine. Je voyais ses phalanges blanchir sous la pression. Je me penchai vers elle, mon souffle effleurant sa nuque. Elle frissonna violemment. Ma bouche se posa juste sous son oreille, sans l'embrasser vraiment, juste respirant contre sa peau humide qui sentait le savon et la vanille et quelque chose de plus sombre, de plus animal. On ne devrait pas, murmurait une voix lointaine dans ma tête, mais une autre voix, plus forte, plus viscérale, répondait « On y est déjà ». Et c'était vrai. Nous avions franchi tellement de lignes déjà. Être ici, maintenant, dans cette position, avec Marc à quelques pas, le reste n'était qu'une question de degrés, de centimètres, de secondes. Le réfrigérateur se referma dans un claquement sourd. Les pas reprirent, plus proches cette fois, vers le couloir, vers nous. Aurélie se figea complètement. Moi aussi, statufié dans cette posture obscène, ridicule, terrifiante. « T'es dans la chambre !» appelait Marc. Sa voix semblait flotter, désincarnée, comme si elle venait d'un autre monde, d'une autre dimension, où les choses faisaient encore sens. Les pas continuèrent. Direction opposée, heureusement, vers la chambre. Il pensait qu'elle s'était habillée, qu'elle l'attendait là-bas, peut-être allongée sur le lit en train de regarder son téléphone ou de lire un magazine. Il ne pouvait pas imaginer. Personne ne pouvait imaginer. Le bruit de la machine changea soudainement. L'essorage commençait. Le vrombissement devint rugissement. Toute la structure métallique se mit à trembler plus violemment, sautant presque sur le sol, créant une cacophonie mécanique qui engloutissait tous les autres sons. C'était maintenant ou jamais. Aurélie le savait. Je le savais. Ses mains quittèrent la machine pour se poser sur les miennes, les guidant vers le bas, vers ce territoire interdit d'où il n'y aurait aucun retour possible. Mon cerveau hurlait. Mon corps obéissait. Dans la chambre, Marc devait être en train de chercher sa femme, peut-être légèrement perplexe maintenant, se demandant pourquoi elle ne répondait pas. Bientôt il sortirait. Bientôt il explorerait l'appartement plus systématiquement. Bientôt. Mais Aurélie s'en fichait. Ou peut-être que justement c'était le danger qui la rendait si vivante, si présente, si intensément réelle dans cet instant volé. Je sentais son corps entier vibrer en synchronisation avec la machine, comme si elle s'était branchée sur son énergie électrique,
comme si le métal et la chair ne faisaient plus qu'un sous mes mains hésitantes. Ma bouche descendit le long de sa nuque, traçant un chemin humide sur sa peau qui goûtait encore de la douche. Je la sentais retenir un son dans sa gorge, quelque chose entre sanglots et gémissements. Un cri muet qui menaçait d'exploser à tout moment. Je mordillai légèrement son épaule. Elle se cambra davantage, pressant son corps contre le mien avec une force qui me coupa le souffle. Mes mains glissèrent plus bas, explorant ce territoire défendu avec une lenteur atroce, chaque seconde étirée à l'infini. La machine rugissait, le monde disparaissait. Il ne restait plus que la chaleur, le tremblement, le danger imminent. Culpabilité écrasante qui se mêlait au désir pour créer un cocktail toxique et addictif. Marc appelait toujours depuis la chambre, mais sa voix était engloutie par le vacarme mécanique. On ne distinguait plus ses mots. Juste une modulation lointaine, un fantôme sonore qui nous rappelait qu'il existait, qu'il était là, qu'il pouvait surgir à tout moment. Aurélie se retourna brusquement dans mes bras, me faisant face maintenant. Nos regards se heurtèrent avec une violence presque physique. Dans ses yeux, je ne voyais plus la femme souriante qui me croisait poliment dans l'escalier. Je voyais quelque chose de sauvage, de brisé, de magnifiquement détruit. Elle attrapa mon visage entre ses mains et m'attira vers elle. Nos bouches se frôlèrent sans s'embrasser vraiment, juste respirant l'air de l'autre, partageant ce moment suspendu où tout pouvait encore s'arrêter, mais où rien ne s'arrêterait. Ses mains descendirent rapidement le long de mon torse, arrachant presque les boutons de ma chemise. J'entendis un bouton sauter et rouler sur le carrelage, un petit bruit sec, perdu dans le tumulte général. Mes propres mains parcouraient son corps avec une avidité que je ne me connaissais pas. Chaque courbe, chaque creux, devenait une découverte urgente. Je n'avais jamais touché quelqu'un comme ça, avec cette faim désespérée, comme si elle allait disparaître dans la seconde suivante. Et peut-être qu'elle disparaîtrait vraiment. Peut-être que Marc allait ouvrir cette porte sans verrou. Peut-être que tout allait exploser. Peut-être que... Elle glissa sa main entre nos corps, cherchant avec une précision qui prouvait qu'elle avait déjà tout calculé, tout anticipé. Ce n'était pas une impulsion spontanée. Elle y avait pensé, planifié, attendu le bon moment. Et ce bon moment, c'était maintenant, avec son mari à quelques mètres, avec cette machine qui camouflait nos crimes, avec ce néon qui clignotait au-dessus de nos têtes comme un témoin complice. Je la soulevai légèrement, la coinçant entre mon corps et la machine vibrante. Nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre, nos souffles mêlés, nos regards verrouillés dans une communication silencieuse plus intime que n'importe quel mot. La machine atteignit son paroxysme. Le tambour tournait à une vitesse folle. Toute la structure semblait sur le point de se disloquer. Le sol tremblait, les murs tremblaient, nous tremblions. Et dans ce chaos mécanique, dans cette tempête domestique, quelque chose se brisa définitivement en moi. Mes mains se refermèrent sur ses hanches. Je la pressais plus fort contre la machine, utilisant ses vibrations, son énergie sauvage. Elle enroula ses jambes autour de ma taille, nous fusionnant dans une position impossible, dangereuse, absolument parfaite. Ses ongles s'enfoncèrent dans mes épaules. Je sentais sa respiration devenir erratique contre mon cou, de petites expirations saccadées qu'elle essayait désespérément de contenir. On n'avait plus le temps de penser, plus le temps de douter, plus le temps de rien. Juste ce moment. Juste cette urgence. Juste ce territoire interdit qu'on franchissait ensemble, emporté par quelque chose qui nous dépassait complètement. La machine hurla. Aurélie mordit mon épaule pour s'empêcher de crier. Je fermai les yeux, perdu dans ce vertige où le plaisir et la terreur se confondaient en une seule sensation indescriptible. Et soudain, tout s'arrêta. La machine, le bruit, le monde entier. Le cycle était terminé. Le silence qui suivit fut absolu, assourdissant, révélateur. Et dans ce silence, on entendit distinctement les pas de Marc, qui revenaient vers le couloir, vers la buanderie. Le silence était une chose vivante. Un prédateur tapis dans chaque recoin de cette buanderie minuscule où nos corps restaient emmêlés, figés dans une posture qui racontait tout ce qu'il ne fallait surtout pas raconter. Les pas se rapprochaient, lents, réguliers, sans méfiance encore. Marc cherchait simplement sa femme dans son propre appartement, rien de plus naturel.
Aurélie se détacha de moi avec une rapidité féline qui me surprit. Ses pieds touchèrent le sol sans bruit. Elle attrapa la serviette abandonnée, l'enroula autour d'elle en 2 gestes précis, efficaces. Ses mains ne tremblaient même plus, comme si elle avait basculé dans un autre mode, une autre version d'elle-même programmée pour les situations de crise. Elle me regarda droit dans les yeux. Son visage était redevenu un masque, presque méconnaissable. La femme sauvage, désespérée, qui quelques secondes plus tôt s'accrochait à moi comme à une bouée de sauvetage, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus calculateur. « Remonte ta braguette » articula-t-elle silencieusement. Je baissai les yeux. Merde. Dans la précipitation, dans le chaos, j'avais oublié ce détail pourtant crucial. Mes doigts tremblaient tellement que je dus m'y reprendre à 2 fois. Le bruit de la fermeture éclair me sembla assourdissant dans ce silence de mort. Aurélie se pencha, ramassa le bouton qui avait sauté de ma chemise, le glissa dans ma poche avant même que je ne réalise ce qu'elle faisait. Chaque mouvement était pensé, mesuré, d'une efficacité troublante qui me fit soudain me demander combien de fois elle avait fait ça. Si j'étais le premier, ou juste le dernier d'une longue série. Cette pensée me frappa avec la violence d'un coup de poing. « Bébé? T'es dans la buanderie ?» La voix de Marc était maintenant à quelques mètres, peut-être 2, peut-être moins. Aurélie se tourna vers la porte, inspira profondément, et quand elle parla, sa voix était parfaitement normale. Légèrement agacée même, comme quelqu'un qu'on dérange pendant une tâche ménagère ennuyeuse. « Oui, j'arrive. La machine fait un bruit bizarre, je vérifiais. Un mensonge si simple, si crédible, livré avec un naturel qui me glaça le sang. » Marc rit de l'autre côté de la porte. « Encore? Faudra qu'on appelle le réparateur. »« Tu veux que je regarde? Non, non, c'est bon. J'ai juste lancé un cycle de rinçage, ça va passer. Je te rejoins dans 2 secondes. Ok, mon cœur. Je vais me préparer un truc à grignoter. Tu veux quelque chose? » Non, merci. Des bisous. Des bisous. Les pas s'éloignèrent. Direction cuisine. Pour de bon cette fois. Aurélie resta immobile encore 10 secondes, comptant mentalement peut-être, s'assurant que Marc était suffisamment loin. Puis elle se retourna vers moi. L'expression sur son visage me coupa le souffle. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas non plus du triomphe. C'était quelque chose de plus complexe, de plus sombre. Une satisfaction mêlée de tristesse, comme si elle venait de gagner une bataille tout en sachant qu'elle perdait la guerre. « Tu devrais partir, » murmura-t-elle. Sa voix était redevenue douce maintenant, presque tendre. Complètement différente du ton qu'elle avait employé avec Marc quelques secondes plus tôt, comme si elle portait plusieurs masques et changeait de visage selon l'interlocuteur. « Comment je sors ?» chuchotai-je en retour. « Attends que Marc soit dans la cuisine, tu files direct vers la porte d'entrée. Elle est déjà déverrouillée. Tu sors, tu refermes sans claquer. Simple, simple. » Elle avait dit ça comme si c'était simple. Comme si je n'étais pas en train de me liquéfier sur place, le cœur battant à 200 pulsations minutes, les jambes en coton, l'esprit en miettes. « Aurélie, ne dis rien. Il faut qu'on parle. » « De quoi? Il ne s'est rien passé. » Elle mentait. Elle savait qu'elle mentait. Je savais qu'elle mentait. Mais le mensonge était plus confortable que la vérité, plus gérable. Alors on s'y accrochait comme à une planche de salut au milieu d'un océan déchaîné. Je tendis la main vers elle, je ne sais pas pourquoi, pour la toucher une dernière fois peut-être, pour m'assurer qu'elle était réelle, que tout ça était vraiment arrivé. Elle recula d'un pas. Non, on ne se touche plus. C'est fini. Ça n'aurait même jamais dû commencer. Ses mots étaient durs, mais ses yeux disaient autre chose. Il suppliait, il s'excusait, il promettait, il regrettait, tout en même temps. Dans la cuisine, Marc ouvrit le placard. Le tintement caractéristique des assiettes qui s'entrechoquent résonna dans l'appartement. « Vas-y maintenant, » ordonna Aurélie. Je ne bougeais pas immédiatement. J'étais paralysé par trop de choses contradictoires. Le désir encore pulsant dans mes veines, la honte qui commençait à ramper dans mon ventre, la peur rétrospective de ce qui aurait pu arriver si Marc était arrivé 30 secondes plus tôt. Et surtout, cette question lancinante qui tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Aurélie dut lire la question sur mon visage parce qu'elle secoua lentement la tête. Ne cherche pas à comprendre, Lucas. S'il te plaît.
Mais j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de savoir si c'était juste une pulsion, un moment de folie, ou si c'était quelque chose de plus profond, si elle m'avait utilisé ou si elle ressentait vraiment quelque chose. Marc siffla dans la cuisine, un air joyeux, insouciant. « Maintenant, » répéta Aurélie avec plus d'urgence. Cette fois j'obéis. J'ouvris la porte de la buanderie avec une lenteur extrême, chaque millimètre grinçant dans le silence comme un hurlement. Le couloir était vide, désert, neutre, comme si rien ne s'était passé, comme si le monde continuait de tourner normalement pendant que le mien s'était complètement fracassé. Je me glissai dehors, 3 pas jusqu'à la porte d'entrée, 3 pas qui me parurent durer une éternité. À chaque seconde, je m'attendais à entendre la voix de Marc derrière moi. « Lucas, qu'est-ce que tu fous chez moi ?» Mais rien ne vint. J'ouvris la porte. Le couloir de l'immeuble m'apparut comme un sanctuaire, neutre, sûr, normal. Je sortis, refermai la porte avec une douceur infinie. Le déclic de la serrure résonna comme une détonation à mes oreilles. Je restais là, planté dans le couloir, le dos contre le mur froid, essayant de reprendre mon souffle, de ralentir les battements de mon cœur, de retrouver un semblant de normalité. Mais rien n'était normal. Plus rien ne le serait jamais. À travers la porte, j'entendais des voix étouffées. Marc et Aurélie qui parlaient, qui riaient même, un rire léger, conjugal, ordinaire, comme si la vie continuait, comme si elle n'avait pas été à 2 doigts de voler en éclats. Je me forçais à marcher vers mon propre appartement. 10 mètres seulement nous séparaient. 10 mètres qui ressemblaient maintenant à un gouffre infranchissable. Une fois chez moi, porte refermée, verrou tiré, je m'effondrais contre le battant. Mes jambes ne me portaient plus. Je glissais lentement jusqu'au sol, assis sur le parquet froid de mon entrée, la tête entre les mains. Qu'est-ce que je venais de faire? La question tournait en boucle, lancinante, obsédante. Je venais de franchir une ligne qu'on ne franchit pas. J'avais trahi la confiance d'un homme qui me considérait comme un ami. J'avais participé à la destruction potentielle d'un couple. Et pire encore, une partie de moi n'éprouvait aucun regret. Une partie de moi voulait déjà recommencer. Cette réalisation me terrifiait plus que tout le reste. Je me relevais péniblement, traversais mon appartement comme un zombie. Tout me semblait irréel maintenant. Les meubles, les objets familiers, même mes propres mains qui tremblaient encore. Comme si j'avais quitté mon corps pendant ces 12 minutes et que je n'arrivais pas complètement à y revenir. Je me servis un verre d'eau, le but à grande gorgée sans goûter. Puis un autre, et encore un autre, comme si je pouvais me laver de l'intérieur, effacer ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis machinalement. Un message. D'Aurélie. Mon sang se glaça. Je fixai l'écran sans oser l'ouvrir. Comment avait-elle eu mon numéro? On ne se l'était jamais échangé. On n'était que des voisins qui se croisaient poliment dans l'escalier, qui partageaient quelques mots sur la météo ou les travaux de l'immeuble. Sauf que maintenant, on était autre chose. Quelque chose de sale, de secret, d'impossible à définir. J'ouvris le message. Oublie ce qui s'est passé. Pour ton bien, pour le mien. Court, direct, sans équivoque. Sauf que la phrase suivante disait tout le contraire. Demain, 14 heures, même endroit, il sera au travail. Je relus le message 3 fois, 4 fois, 5 fois, essayant de comprendre, essayant de déchiffrer ce double discours schizophrène. Oublie, reviens demain. Les deux à la fois, les deux impossibles, les deux vrais, je tapais une blank. L'effaçais. En tapais une autre. L'effaçais encore. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Oui, avec plaisir, j'adore trahir mon voisin. Non, désolé, j'ai encore un peu de morale. Finalement, je ne répondis rien. Je posais le téléphone sur la table de la cuisine et m'en éloignais comme s'il était radioactif. Je passais la soirée à tourner en rond dans mon appartement, incapable de manger, incapable de lire, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. À chaque bruit dans le couloir, mon cœur s'emballait. À chaque voix lointaine qui aurait pu être celle de Marc, je me figeais. Vers 23 heures, j'entendis leur porte s'ouvrir. Des pas dans le couloir. Marc qui sortait les poubelles comme tous les mardis soirs. Une routine immuable. Il passa devant ma porte. Je retins mon souffle, ridicule réflexe de criminel qui se cache alors que je n'avais aucune raison logique d'avoir peur. Mais la logique n'avait plus sa place ici. Les pas s'éloignèrent vers les containers au fond du couloir, puis revinrent,
s'arrêtèrent devant ma porte. On frappa. 3 coups légers. Je restais paralysé. C'était Marc, ça ne pouvait être que lui. Il savait. Aurélie avait craqué, tout avoué. Et maintenant il venait régler ses comptes. Me casser la gueule. Ou pire, on frappa à nouveau. « Lucas, t'es là ?» Sa voix était normale, amicale même. Aucune trace de colère ou de suspicion. J'ouvris la porte en essayant de contrôler l'expression de mon visage, de masquer la terreur qui me tordait les tripes. Marc se tenait là, en jogging et t-shirt, un sourire décontracté aux lèvres. « Salut mec. Désolé de te déranger, j'ai vu de la lumière. Tu aurais du sel par hasard ?» On en a plus et Aurélie veut se faire des pâtes. Le sel. Il venait chercher du sel. L'excuse même que j'avais prévu d'utiliser quelques heures plus tôt avant qu'Aurélie ne m'attrape et que tout bascule. L'ironie de la situation me frappa comme une gifle. Ouais, bien sûr. Attends une seconde. Je me retournai vers ma cuisine, les jambes en coton. Marc me suivit, s'appuya contre l'encadrement de la porte, toujours souriant. « Ça va toi? T'as l'air crevé. »« Ouais, journée difficile au boulot. Je connais ça. » « Tiens, justement, je voulais te demander, ça te dirait qu'on se fasse une soirée foot samedi? Il y a le Classico. Je me disais qu'on pourrait mater ça ensemble avec des bières. Il me proposait de regarder le foot, ensemble, tranquillement, comme des potes, alors que sa femme et moi. Ma main trembla en attrapant le paquet de sel dans le placard. Ouais, pourquoi pas. Cool. Bon, je te laisse, Aurélie m'attend. Merci pour le sel. Il prit le paquet, me tapa sur l'épaule avec cette familiarité amicale qui me brûla comme de l'acide et repartit vers son appartement en sifflotant. Je refermai ma porte, m'adossai contre elle, et pour la première fois depuis des années, j'eus envie de pleurer. Pas de tristesse, pas de regret même, juste cette sensation écrasante d'être piégé dans quelque chose qui me dépassait complètement, d'être devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un capable de regarder un homme dans les yeux en sachant ce qu'il venait de faire avec sa femme quelques heures plus tôt. Je retournai dans ma chambre, m'allongeai tout habillé sur mon lit, fixai le plafond dans l'obscurité. Le message d'Aurélie brillait dans ma tête comme un néon clignotant. Demain, 14 heures, j'allais y aller. Je le savais déjà, malgré tout le bon sens, malgré la morale, malgré le risque. J'allais y aller parce qu'une partie de moi était déjà accro au danger, accro à elle, accro à cette version interdite de moi-même qui se réveillait dans cette buanderie minuscule. Mais avant de sombrer dans un sommeil agité, une dernière pensée me traversa l'esprit. Pourquoi maintenant? Pourquoi si urgent? Pourquoi cette prise de risque insensée avec son mari juste à côté? Il y avait quelque chose qu'Aurélie ne me disait pas, quelque chose de plus grand que le simple désir. Et cette chose, quelle qu'elle soit, était-elle en train de nous entraîner tous les deux vers un précipice dont je ne voyais pas encore le fond. Je n'ai pas dormi, pas vraiment. J'ai flotté dans cet état intermédiaire où le cerveau refuse de s'éteindre, où chaque bruit de l'immeuble me faisait sursauter, où les minutes s'étiraient comme du caramel fondu. À 6 heures du matin, j'entendis Marc partir travailler. Sa porte qui claque, ses pas lourds dans l'escalier, le bruit de sa voiture qui démarre dans le parking souterrain, des sons ordinaires qui prenaient maintenant une dimension sinistre, comme la bande-son d'un compte à rebours. 8 heures jusqu'au rendez-vous. Je me levai, pris une douche brûlante qui ne réussit pas à effacer la tension collée à ma peau. Je me rasai, m'habillai, café, toast que je ne pus avaler, café encore. Les heures passaient avec une lenteur insupportable. À 13h30, je ne tenais plus. Je sortis de mon appartement, descendis l'escalier, prétendis partir quelque part au cas où quelqu'un me verrait, fis le tour du pâté de maison, remontai par l'autre entrée, pris l'ascenseur jusqu'à notre étage. Le couloir était désert, silencieux. Les néons du plafond bourdonnaient faiblement, une atmosphère de film d'horreur où tout est trop normal, trop calme avant que le carnage ne commence. Je me plantai devant leur porte, regardai ma montre, 13h52, 8 minutes d'avance. Je levai la main pour frapper, la rabaissai, la relevai. Un homme de 28 ans incapable de contrôler ses propres gestes, réduit à un pantin pathétique, tiraillé entre désir et terreur. La porte s'ouvrit avant que je ne frappe. Aurélie se tenait là, vêtue d'une robe d'été légère, jaune pâle,
qui contrastait violemment avec l'obscurité que je ressentais à l'intérieur. Ses cheveux blonds étaient détachés, tombant en vagues souples sur ses épaules nues. Elle portait du maquillage, léger mais présent, comme si elle se préparait pour un rendez-vous galant. « Entre », dit-elle simplement. Sa voix ne tremblait pas, aucune trace de l'urgence désespérée de la veille. Elle était calme, maîtresse d'elle-même, presque froide. Je franchis le seuil, elle referma la porte derrière moi, poussa le verrou. Le bruit métallique résonna dans l'entrée comme une sentence définitive. L'appartement baignait dans une lumière tamisée. Elle avait fermé les rideaux, allumé quelques bougies dans le salon. Une mise en scène, réfléchie, calculée. « Assieds-toi », dit-elle en désignant le canapé. J'obéis mécaniquement. Elle resta debout devant moi, les bras croisés, me regardant avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. « Tu as des questions, constata-t-elle, des milliers. » Elle sourit, un sourire triste, amer qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Vas-y, pose-les. On a le temps. Marc ne rentre pas avant 18 heures. Pourquoi moi ?» La question la plus simple, la plus cruciale. Aurélie se détourna, marcha vers la fenêtre, écarta légèrement le rideau pour regarder dehors. La lumière du jour dessina son profil en ombre chinoise. « Parce que tu es nouveau, parce que tu ne me connais pas vraiment, parce que tu ne poses pas de questions sur ma vie d'avant, parce que tu regardes ailleurs quand je passe devant toi dans le couloir, mais pas assez vite pour que je ne remarque pas. Tu m'as observé, depuis le premier jour où tu as emménagé. Il y a 6 mois. 6 mois. » Elle avait attendu 6 mois avant de frapper à ma porte ce soir-là, prétextant un bruit dans les murs. 6 mois de préparation, de calcul. Ce n'était pas un coup de tête, c'était une stratégie. Cette réalisation aurait dû me faire fuir, me faire courir vers la porte. Au lieu de ça, elle me fascinait. « Tu veux détruire ton mariage, dis-je. Non, je veux le sauver. » La réponse me prit complètement au dépourvu. Comment est-ce que baiser avec un autre va sauver ton mariage? Elle se retourna vers moi. Son visage était un masque de douleur contenue. Parce que Marc ne me touche plus depuis 2 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. 2 ans? Répétai-je stupidement. 23 mois exactement. Je compte, chaque jour, chaque nuit où il s'endort en me tournant le dos, chaque matin où il m'embrasse sur le front comme si j'étais sa sœur, chaque fois qu'il dit « je t'aime » sans me regarder vraiment. Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Elle se ressaisit rapidement, mais j'avais vu la fêlure. Il ne veut plus de toi. Il veut prendre son temps. Il dit qu'on a toute la vie devant nous. Qu'il y a trop de pression au travail, que c'est normal d'avoir des baisses de libido, que je suis trop exigeante, trop impatiente. Elle rit amèrement, trop vivante, peut-être, trop réelle, trop présente pour un homme qui préfère ses écrans et ses dossiers. Je ne savais pas quoi dire. Marc m'avait toujours semblé heureux, épanoui, le couple parfait aux yeux de tous. Mais les façades mentent, toujours. Et hier, demandai-je, cette urgence, ces 12 minutes, pourquoi si dangereux? Aurélie s'approcha lentement, vint s'asseoir à côté de moi sur le canapé, pas trop près, juste assez pour que je sente son parfum. Vanille et quelque chose de plus sombre, plus enivrant, parce que j'avais besoin de me sentir vivante, désirée, dangereuse, parce que Marc était là à quelques mètres, et que pour une fois c'était moi qui avais un secret, moi qui détenais le pouvoir, moi qui choisissais. Tu voulais te venger, je voulais exister. Ses yeux se plantèrent dans les miens, humides maintenant, brillants de larmes contenues. Tu sais ce que c'est de disparaître à tes propres yeux, Lucas? De te regarder dans le miroir et de ne plus reconnaître la femme qui te fixe, d'avoir l'impression que ton corps n'est qu'un décor, un meuble dans l'appartement, quelque chose qu'on contourne sans vraiment voir. Je ne répondis pas. Je n'avais pas de réponse. Elle posa sa main sur ma cuisse, doucement, presque timidement, comme si elle attendait que je la repousse. Je ne la repoussais pas. Hier, murmura-t-elle, quand tu m'as touché, j'ai senti quelque chose se réveiller, quelque chose que je croyais mort, et je ne veux pas que ça se rendorme. Sa main remonta lentement. Ses doigts traçaient des cercles sur mon jean, des cercles hypnotiques qui effaçaient progressivement toute pensée rationnelle. Aurélie. Chut. Elle se rapprocha. Son souffle effleurait mon cou maintenant. Chaud. Légèrement tremblant malgré son apparente maîtrise. On a 4 heures, chuchota-t-elle. 4 heures où je peux redevenir une femme, où je peux me sentir désirable,
où je peux oublier que mon mari me traite comme une colocataire. Ce n'est pas sain. Tu utilises. Je sais, je t'utilise, mais tu me laisses faire, parce que tu en as besoin aussi. Parce que tu es seule depuis combien? 6 mois, 1 an, 9 mois. Elle sourit, un vrai sourire cette fois, triste mais sincère. Alors on se sauve mutuellement, juste pour aujourd'hui, juste pour quelques heures, avant que le monde réel ne revienne. Ses lèvres frôlèrent mon oreille, je sentis mon corps réagir malgré moi, malgré toutes les alarmes qui hurlaient dans ma tête. « Emmène-moi quelque part, murmura-t-elle. Pas ici, pas dans notre lit, pas dans cette vie qui m'étouffe. Où? N'importe où, loin de ces murs, loin de ces photos qui nous regardent depuis 10 ans avec nos sourires menteurs. » Je tournai la tête. Nos visages étaient à quelques centimètres. Je voyais chaque cils, chaque petite ride d'expression autour de ses yeux, chaque nuance dans l'iris bleu qui semblait contenir des océans de tristesse. Si on franchit cette porte ensemble, dis-je, on ne pourra plus revenir en arrière. On a déjà franchi trop de lignes, Lucas, une de plus ou une de moins. Elle se leva brusquement, me tendant la main. « Viens !» Je regardais sa main tendue, longue, fine, tremblante malgré son apparente assurance. La main d'une femme qui se noyait et qui s'accrochait à moi comme à une bouée, sans se soucier de savoir si elle allait me noyer avec elle. Je pris sa main. On descendit les escaliers en silence, évitant l'ascenseur où quelqu'un aurait pu nous voir. Le parking souterrain était désert à cette heure. Ma voiture nous attendait, anonyme, neutre, complice involontaire. Je démarrais sans demander où aller. Je roulais vers la périphérie, vers ces zones grises entre ville et campagne, où les hôtels borgnes poussent comme des champignons vénéneux. Prosodie ne disait rien. Elle regardait défiler le paysage par la vitre, la main posée sur sa cuisse, l'autre main tenant la mienne sur le levier de vitesse. Un geste simple, intime, qui scellait notre complicité. Je trouvais un endroit, anonyme, propre mais sans âme. Le genre de lieu où les questions ne se posent pas tant qu'on paie cash. La chambre sentait le désinfectant et le renfermé. Un lit trop grand, des murs beiges, une fenêtre donnant sur le parking. Rien qui ressemblait à un début d'histoire d'amour. Tout qui rappelait la transaction, le secret, la honte. Aurélie referma la porte derrière nous, poussa le verrou, se retourna lentement, et là, debout dans cette chambre minable, elle se mit à pleurer. Pas de petits sanglots discrets, non, des pleurs violents, incontrôlables, qui secouaient tout son corps. Elle se laissa glisser contre la porte, s'effondra sur la moquette râpée, le visage enfoui dans ses mains. Je restai paralysé une seconde. Puis je m'agenouillai à côté d'elle, la pris dans mes bras. Elle s'agrippa à moi comme si j'étais la dernière chose solide dans un monde qui s'écroulait. « Je suis désolé, » octa-t-elle entre deux sanglots. « Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas, je ne suis pas ce genre de femme, je ne sais même plus qui je suis. Chut, c'est ok, respire. Non, ce n'est pas ok. Rien n'est ok. Je détruis tout. Mon mariage. Ta vie, la tienne. Je suis un monstre. Tu n'es pas un monstre. Tu es juste perdu. » Le mot resta coincé dans ma gorge parce qu'il me décrivait aussi bien qu'elle. On resta comme ça longtemps, assis par terre dans cette chambre d'hôtel sordide, enlacés comme deux naufragés s'accrochant l'un à l'autre dans la tempête. Quand ses pleurs se calmèrent enfin, elle leva son visage vers moi. Ses yeux étaient rouges, gonflés, son maquillage coulait en traînées noires sur ses joues. Elle n'avait jamais été aussi belle. « Ramène-moi, » dit-elle doucement. « Quoi? Ramène-moi chez moi. Je ne peux pas faire ça. Pas comme ça. Pas dans cet endroit. Tu es sûr? » « Non, mais fais-le quand même. » Le trajet du retour fut silencieux, plus lourd encore que l'aller, chargé de tout ce qui ne s'était pas passé, de toute cette tension qui restait suspendue entre nous, non résolue, plus dangereuse encore. Je la déposai devant l'immeuble. Elle descendit sans me regarder. Fit 3 pas, se retourna. « Lucas, oui, demain, même heure, chez toi cette fois. » Puis elle disparut dans le hall avant que je puisse répondre. Je garai la voiture, remontai chez moi comme un automate, m'effondrai sur mon canapé, regardai le plafond en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle m'avait séduit, m'avait emmené, m'avait rejeté, m'avait convoqué à nouveau. Un yo-yo émotionnel qui me laissait pantelant, confus, accro. Mon téléphone vibra. Un message. D'Aurélie, évidemment. « Merci de ne pas avoir profité de moi, tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que c'est encore plus dangereux. »
Je fixais l'écran sans répondre, les mots dansaient devant mes yeux. Puis un deuxième message arriva. « Marc rentre, il faut que j'y aille. Demain je te dirai tout, ce que je n'ai jamais dit à personne. Le vrai secret, celui qui explique tout. Le vrai secret, celui qui explique tout. » Les mots résonnaient dans ma tête comme une promesse et une menace. J'entendis la porte des voisins s'ouvrir, la voix de Marc joyeuse qui appelait sa femme, la réponse d'Aurélie, douce, aimante, parfaitement mensongère, le bruit d'un baiser, de rire, de normalité reconstituée. Et moi seul dans mon appartement, je réalisais que j'étais tombé dans quelque chose de bien plus profond et dangereux qu'une simple aventure. Aurélie ne cherchait pas juste du sexe. Elle cherchait quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'avait pas encore nommé, quelque chose qui allait tout nous détruire. Je regardais mon téléphone, tapais un message. Quel secret? La réponse mit 3 minutes à arriver. 3 minutes qui semblèrent durer 3 heures. Marc n'est pas celui que tu crois, ni moi d'ailleurs. Demain 14 heures, seul, sans ton téléphone. Mon sang se glaça, sans mon téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait à me dire qui nécessitait ce niveau de précaution? Un dernier message arriva. Et Lucas, si demain je ne suis pas là, si quelque chose arrive, cherche dans la buanderie, derrière la machine. Il y a une enveloppe scotchée au mur. Dedans, tout ce que tu dois savoir. Tout ce qui explique pourquoi hier c'était si urgent. Pourquoi je n'ai plus le temps. Plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. Les mots flottaient sur l'écran comme une condamnation à mort. Je me levai d'un bond, sortis dans le couloir. Leur porte était fermée. Aucun bruit. Juste le bourdonnement électrique des néons au plafond. Je fixais leur porte comme si elle allait me donner des réponses. Qu'est-ce qu'Aurélie me cachait? Pourquoi cette urgence soudaine? Pourquoi ce plus beaucoup de temps? Et surtout, qu'est-ce qui se cachait derrière cette machine à laver dans cette enveloppe qu'elle avait préparée comme un testament? La nuit tomba sur l'immeuble. Les lumières s'éteignirent une à une dans les appartements. Le monde s'endormit. Sauf moi. Je restais éveillé, les yeux fixés sur ma porte, attendant des bruits qui ne venaient pas, des réponses à des questions que je n'avais pas encore formulées. Et quelque part, à 10 mètres de moi, Aurélie dormait peut-être dans les bras d'un homme qu'elle disait ne plus reconnaître. Ou peut-être ne dormait-elle pas. Peut-être comptait-elle les heures restantes avant notre rendez-vous, avant la révélation, avant que tout n'explose définitivement. Le réveil affichait 3 heures du matin quand j'entendis un bruit étrange, un sanglot étouffé, venant de chez eux, puis plus rien, juste le silence, ce silence pesant, menaçant, qui précède toujours les catastrophes. Que cache vraiment Aurélie? Quel secret se dissimule derrière cette machine à laver? Pourquoi n'a-t-elle plus beaucoup de temps? Et surtout, que découvrira Lucas lors de leur prochain rendez-vous? L'histoire ne fait que commencer.